Le CAC 40 qui est revenu tout juste dans le vert cette année. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. On a vu le rebond hier de l'indice parisien, notamment grâce aux mesures de soutien en Chine, mesures de soutien économique de Pékin, qui auraient pu expliquer le rebond un petit peu au-dessus et aujourd'hui à peine en dessous des 7600 points. Il va réussir d'abord, avant de parler de ces valeurs-là qui ont perdu plus de 20% sur le CAC 40 depuis le début de l'année, parfois 30-40%, si ça vaut le coup pas de les acheter aujourd'hui. Est-ce qu'il peut réussir, ce gouvernement chinois, à soutenir son économie, son marché immobilier, sa bourse locale? On sait que le consommateur chinois est très déprimé. Oui, et alors, non, on a le luxe en France, France, le luxe, il vend beaucoup en Chine. Évidemment. Et effectivement, quand vous voyez Kering, je regardais de manière, c'est quand même surprenant, baisse de plus de 40% depuis le début de l'année, plus de 70% par rapport à ses points de 2021, c'est quand même colossal. Mais en même temps, c'est que le reflet, effectivement, des indices boursiers chinois. C'était une très bonne analogie. Donc la question des dernières valeurs dont on reparlera tout à l'heure, elle pose la question éventuellement, enfin essentiellement plutôt, en fait, de l'avenir de l'économie chinoise et à travers elle du consommateur chinois, principal acheteur de ces grandes boîtes de luxe qui ont fait en fait le succès de bien des portefeuilles pendant un temps. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Est-ce qu'elle peut y arriver? Compliqué à dire. Compliqué à dire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Chine elle vit deux crises qui se confrontent et qui font que les autorités, à la fois budgétaires et monétaires là-bas, vont devoir être sacrément de bons pilotes de leur économie. Le premier, c'est évidemment une crise du passif, une crise de surendettement accumulée pendant 10 ans. Et malheureusement, une crise de passif, il n'y a que deux manières en fait de le régler. Soit vous acceptez de faire un arrêt cardiaque et de laisser tomber, laisser faire mourir toutes les entreprises qui finalement sont trop importantes et amènent trop de capacité de production par rapport à ce que peut consommer véritablement le marché intérieur chinois. Mais ça, pour ça voudrait dire que politiquement, c'est un risque, à savoir, il faut accepter une récession violente et forte. Or, vous savez qu'en Chine, la légitimité du pouvoir, qui reste autoritaire, n'est garantie que parce que les autorités offrent aux Chinois un taux de croissance suffisant qui permet à chacun d'entre eux d'espérer s'enrichir demain. Et donc vous comprenez que ce chemin-là traditionnel pour régler la problématique qu'ils ont accumulée pendant 10 ans, eh bien ils ne le suivent pas. Et du coup c'est un peu la lèpre. Chaque fois, donc, cette crise du passif, il va falloir la résorber avec le temps. Et comment on fait? Très techniquement, c'est vraiment très opérationnel. Eh bien, voilà, vous avez à chaque fois, en fait, des cadavres qui tombent du placard. Vous ouvrez le placard, il y a un cadavre qui tombe, et les autorités jouent les pompiers. Et c'est comme ça, en fait, finalement, qu'orchestrent la gestion de leur économie les autorités chinoises depuis maintenant 3 ou 4 ans. Malheureusement, ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, les mesures qui sont prises vont dans le bon sens. Elles vont dans le sens d'essayer d'aider et de faciliter la gestion d'une crise du passif accumulée par le passé, mais c'est pas gagné. Et je rappellerai, là aussi, sans dresser un portrait trop noir, parce que les autorités chinoises sont quand même d'excellents pilotes, il faut le reconnaître depuis 20 ans, mais il n'empêche que là, ils ont de sacrés vents contraires. Je rappelle tout de même qu'il y aura bientôt plus de Chinois de plus de 65 ans que d'Européens sur la planète, savoir qu'ils ont un vrai sujet de vieillissement à gérer, et ça, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, ça va altérer leur taux de croissance potentiel, c'est-à-dire leur capacité à générer de la croissance naturellement, ce qui fait que, vous l'avez compris, oui, les mesures, elles sont nécessaires, finalement, elles sont dans la continuité de la proactivité des autorités pour aider à résorber une crise devenue structurelle, mais c'est pas gagné et ça sera compliqué à gérer. Alors revenons à nos actions du CAC 40. Oui, allez-y. Qui ont, j'ai dit le CAC 40, il est à peu près à l'équilibre depuis le début de l'année. Ce n'est pas le cas de 5 actions qui perdent plus de 20%. ST Micro et Kering, c'est quasiment 40%. Edenred et Stellantis, c'est plus de 30% de baisse. Et Téléperformance, un peu moins de 30%. La tentation, et c'est humain, c'est de se dire que ce sont des poileurs de la côte, qu'à un moment donné où ça va rebondir. Et donc, on peut se dire ils traversent pour des raisons qui leur sont propres une mauvaise passe. Et donc, c'est une opportunité que d'acheter des boîtes aussi grosses, à succès, françaises, qui ont perdu entre 20 et 40%. C'est naturel comme… 3 réflexions. Après, il y a l'adage boursier qui dit on n'attrape pas un couteau qui tombe, c'est ça? Un couteau qui tombe, on le laisse tomber avant de le ramasser, c'est vrai. Alors c'est aussi le concept, on pourrait prendre plein d'images comme ça assez rigolotes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le fond de la piscine, on peut que rebondir. Voilà, beaucoup de talons pour remonter à la surface. Voilà, mais attention tout de même, il faut avoir en tête que dans le monde de l'investissement, dans les actions, ça c'est une mécanique et un raisonnement qui tient sur l'ensemble des indices, moins sur une valeur en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'un indice, c'est plusieurs valeurs. Ce qui fait qu'il est absolument improbable que l'ensemble des entreprises qui composent un indice aillent au tapis, aillent à la faillite. Attention, c'est pas parce qu'en fait vous avez beaucoup d'écrues qu'il n'y a pas des raisons structurelles qui légitiment cette décrue, qui peut même finir parfois en faillite. Je ne dis pas que ces 5 valeurs-là vont tomber en faillite, mais ce qui marche au niveau d'un indice, vous l'avez compris, cette forme de stratégie en J, lorsqu'on a atteint des niveaux
tel qu'on a intégré toutes les mauvaises nouvelles dans le marché, là, effectivement, on peut racheter en fait un marché action, un indice, à travers une stratégie de diversification. Oui, vous avez raison. Je pense au dossier Atos, au dossier Worldline. Il y a plein de dossiers comme ça où les boîtes qui étaient au CAC 40 sont sorties, ont baissé, ne sont jamais remontées. Hein. Mais là, on parle quand même de grands fleurons. Donc c'est pour ça. Hein. Alors oui, évidemment. Alors après, on pourra peut-être rentrer un tout petit peu dans le détail, mais n'empêche que sur les valeurs du luxe. Alors à un moment donné, la question aussi sur les marchés, c'est qu'est-ce qui est intégré dans les cours. Évidemment, avec, comme je vous le disais tout à l'heure, Kering moins 72% par rapport à leur pour eux, il y a quand même un sacré paquet de mauvaises nouvelles qui sont intégrées dans les cours. Maintenant, le luxe, on l'évoquait juste avant, hein, c'est jouer une thématique macroéconomique qui a emporté positivement en fait l'ensemble de ces valeurs pendant 20 ans, dont aujourd'hui les fondations sont érodées. C'est ce que disait, c'est le consommateur chinois aujourd'hui. Au regard de ce qu'on s'est dit juste avant, eh bien on peut se poser des questions quant à sa capacité à revenir fondamentalement à un acheteur qui légitimerait en fait d'amener un niveau de valorisation en fait ces valeurs là où elles étaient par le passé. Donc premier élément, il vaut mieux acheter une valeur quand ça fait moins 70 qu'après plus 70, ça c'est sûr, parce que vous avez déjà évité 70% de baisse ou 40% de baisse. Mais ce n'est pas une condition suffisante pour racheter une valeur. Il faut évidemment qu'elle soit bon marché, mais aussi il faut le catalyseur, la bonne histoire, le déclic. Et c'est ça en fait qu'il va falloir chercher par rapport à ces valeurs qui se sont fait effectivement massacrer. Est-ce qu'aujourd'hui on a le catalyseur, est-ce qu'on a la belle histoire qui fait que oui, la courbe en J va fonctionner et qu'on va rebondir. Mais c'est encore une fois, hein, je tiens bien à redire qu'il faut utiliser ce type de stratégie avec beaucoup de précautions et probablement beaucoup plus en jouant sur des indices pour éviter le risque de faillite individuelle qui existe toujours dans une boîte. Et qu'on n'a pas sur l'indice. Après, encore une fois, une boîte qui perd du 40, une boîte du CAC 40 qui perd 40% de sa valeur, on se dit qu'un jour ou l'autre, quand même, elle va finir par rebondir. Oui. Donc, il faut être contrariant, peut-être accepter pendant quelques temps. Oui. Non, mais je n'ai pas dit. Alors, par exemple, alors, tout ce qui tourne autour de la tech aujourd'hui, effectivement. Moi, ST Micro, je ne suis pas un expert, j'ai du mal à comprendre. Je sais que ST Micro a beaucoup progressé, mais 40% de baisse depuis le début de l'année, c'est sévère à l'ère des microprocesseurs. On nous a dit qu'on en manquait, etc., non? Alors, effectivement, je ne suis pas non plus un spécialiste du domaine, mais tout ce qui touche autour de la tech, qui sont plutôt des valeurs de croissance, sont sensibles à la question des taux. Donc là, pour le coup, vous pourriez effectivement considérer qu'à moins 40% au niveau de valorisation actuelle, et dans un contexte, là aussi, de politique monétaire qui sont en train de basculer vers maintenant une baisse des taux, eh bien, naturellement, ce type de valeur devrait en bénéficier. Ça peut jouer le rôle de catalyseur qui permettrait de racheter ce type de boîte. Mais encore une fois, d'un point de vue investissement, il vaudrait probablement plutôt acheter un indice sectoriel dans lequel vous retrouvez ST microélectronique que jouer le dossier microélectronique, parce que sinon, je vous assure, il faut être un super analyste financier que connaît sur le bout des doigts ST microélectronique, son business plan, son business model et les catalyseurs qui vont le faire rebondir. Donc, encore une fois, donc à vous écouter, juste Pierre, à vous écouter, peut-être je me trompe, si bien compris, mais mieux vaut acheter une valeur qui ne fait que monter, donc du Tesla, etc., parce qu'on suit tout le monde, on fait comme tout le monde, mais voilà, on s'enrichit comme tout le monde, plutôt que de se dire d'être contrariant et de se dire j'achète quand ça baisse. Oui, mieux vaut acheter quand ça monte. Mais alors, la réalité, oui. Les stratégies, ce que vous appelez acheter quand ça monte, ça s'appelle des stratégies momentum sur le marché. Et oui, les stratégies momentum, en particulier d'ailleurs en Europe, sont celles qui fonctionnent le mieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, faut pas être le dernier à acheter. Hein. Alors par contre, évidemment, ça n'évite pas des à-coups lorsque en fait les marchés sont trop chers. Mais dans la durée, c'est évidemment les stratégies qui l'emportent pour une raison toute simple. Quand vous regardez un cours boursier, vous voyez une courbe qui monte, est-ce qu'elle vous rassure ou est-ce qu'elle vous inquiète? Elle rassure. Eh bien, elle vous rassure. Est-ce que vous voyez quand vous voyez une courbe qui baisse, est-ce qu'elle vous rassure ou est-ce qu'elle vous inquiète? Oui, mais bien sûr, elle inquiète. Mais l'idée, c'est d'être contrariant, c'est-à-dire que, encore une fois, les bénéfices peut-être vont repartir en 2025 et donc on est un peu contrariant, voilà. Je vous sens contrarié, David. Non, je plaisante. Non, mais j'ai bien compris les stratégies contrariantes. Mais concrètement, c'est des stratégies qui peuvent être, lorsqu'on fait du stock picking, c'est-à-dire qu'on fait valeur par valeur, c'est des stratégies qui sont dangereuses si vous ne connaissez pas parfaitement le dossier. Je le répète, une valeur, ça peut aller au tapis. Rappelez-vous aussi, dans un passé un peu plus lointain, France Télécom de l'époque, a été divisé par 10, en fait, en 3 ans. Par 10. Donc, par 10, ça fait plus que 70% de baisse, vous voyez. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on a beaucoup baissé qu'on va remonter. Donc, on achète les Schneider, les Saint-Gobain, tout ce qui augmente de 20 ou 30% au début de l'année, c'est ça qu'il faut acheter. Il faut suivre la tendance, au final. Oui.
il faut plutôt avoir une vision diversifiée. Si vous voulez plutôt jouer cela, jouez ces valeurs, mais vous jouez-le dans un pool de valeurs qui ne serait pas que celle-ci, sauf si vous avez des convictions profondes sur un titre parce que vous connaissez sur le bout des doigts. Là, c'est un autre sujet. Mais la vision qu'on a par rapport au marché action, c'est qu'il faut encore plus, dans des périodes comme aujourd'hui, avoir une vision diversifiée parce que vous savez, hein, c'est la seule manière, enfin, c'est la manière traditionnelle et historique dont on gère le risque. Sur les marchés actions, vous ne faites pas un prêt, vous achetez en fait un titre de propriété d'un actif qui peut disparaître. Et donc c'est la raison pour laquelle la diversification encore plus dans un moment où la croissance économique disparaît, donc ça veut dire où les entreprises verront leur compte de résultats et leur taux de marge sous pression parce qu'il y aura un peu moins de chiffre d'affaires. Dans ces conditions-là, jouer les courbes en J ou les stratégies courbes en J sont des stratégies dangereuses. Il vaut mieux probablement avoir des visions soit sectorielles, soit indicielles. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David. Salut.